Vous n'avez pas encore défaire le parti des médias ? Philippe Millot et Martial Bild seront en dédicace à Paris le 15 septembre prochain à la Nouvelle Librairie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour lancer cette nouvelle saison du Samedi Politique, une nouvelle saison que j'espère sera couronnée d'encore plus de succès que l'année dernière. Alors évidemment, pour cela, je compte sur vous. Il faudra partager ces émissions, les commenter, puis bien sûr cliquer sur le pouce en l'air. Vous savez, je vais vous le répéter chaque semaine. Pour ce premier numéro de l'année, nous allons faire un état des lieux sur cette situation internationale particulièrement inquiétante, une situation explosive, rythmée à la fois par la guerre en Ukraine, évidemment, mais aussi par la crise économique, la crise énergétique et la crise financière. C'est parti. Et avec moi pour cette rentrée, François Asselineau. Bonjour monsieur, vous êtes président de l'UPR. Les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent bien. J'ai voulu commencer cette saison avec vous parce que je sais que vous serez capable et que vous faites souvent preuve d'une grande pédagogie et qu'on va essayer de comprendre les mécanismes de tout ce qui nous a conduit finalement à la situation dans laquelle nous nous trouvons sur la situation internationale, je l'ai dit, énergétique, etc., etc. Alors le 24 février dernier, remontons là, l'armée russe entrait en Ukraine et vous faites partie des voix qui avaient expliqué que les Occidentaux finalement avaient, et plus précisément les Américains et l'OTAN, quelque part un peu poussé les Russes dans cette situation et dans cette décision d'entrer en Ukraine. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis ? Ah oui, plus que jamais. J'avais été interrogé par une télévision israélienne quelques jours avant et qui m'avait demandé, il y avait des bruits de bottes, si Poutine envahit l'Ukraine, est-ce que vous condamnerez ? J'avais dit oui, je condamnerai. Bon. Et je considère toujours qu'il aurait peut-être dû épuiser toutes les voies de recours qu'il pouvait avoir, notamment vis-à-vis de la Cour internationale de justice dans le cadre de l'ONU. Cela étant, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y avait depuis 8 ans des menaces venues du régime de Kiev qui bombardait le Donbass. Et donc, on peut comprendre que Poutine, à un moment, ait dit « bon, ça suffit comme ça et j'interviens ». Ce qui est certain, c'est que on est dans un pays, en France, comme dans le monde occidental, où le simple fait de se poser des questions, d'examiner un sujet de façon objective et en essayant de rester juste, ce simple fait pose un problème à des garde-chiourmes de la pensée. On l'a vu avec Madame Ségolène Royal, par exemple, qui, à la surprise générale, a tenu des propos que j'ai trouvé de bon sens, honnêtement. Pourtant, je ne suis pas un groupie de Ségolène Royal, mais j'ai trouvé que là, elle avait raison. C'est que les Américains nous ont quand même habitués depuis des décennies à faire des fake news et des attaques sous faux drapeaux. Il y en a des cargaisons depuis l'incident du golfe du Tonkin jusqu'à l'affaire de Timisoara, jusqu'à l'affaire des couveuses au Royaume-Uni, en Koweït, jusqu'à l'affaire de comment s'appelait-il de Colin Powell qui agitant une fiole. Voilà. Donc l'affaire de Boutcha, je le dis comme je le pense, et ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy ou M. Raphaël Glucksmann qui vont me faire changer d'avis. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas donc d'autorité de la chose jugée. Et d'ailleurs, il n'y aura sans doute pas de jugement parce que les gens qui disent on va traîner Vladimir Poutine devant la Cour internationale de justice, devant la Cour de justice, la Cour pénale internationale, c'est-à-dire le protocole de Londres, en fait, ils oublient tout simplement que la Russie n'a pas ratifié ce protocole, de même que les États-Unis d'ailleurs, de même que les grands pays du monde. Ça tombe bien pour les États-Unis. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de jugement, mais en attendant, tout le monde a le droit de formuler des hypothèses. Et ça n'est certainement pas Monsieur Bernard-Henri Lévy qui est un homme qui est corrompu, qui a été payé par l'émir du Qatar. Ça a été jugé, ça a été jugé en France, qui a reçu 9 millions de dollars, vous savez, sur l'affaire pour intervenir sur l'affaire de la Libye. Monsieur Bernard-Henri Lévy qui a du sang sur les mains
Poutine, ou M. Raphaël Glucksmann, qui a été un très proche collaborateur de l'ancien président géorgien Saakashvili, et qui est un mafieux notoire, qui ensuite a été d'ailleurs gouverneur d'Odessa en Ukraine, et qui était un apatride et qui maintenant est sous les verrous dans son pays, la Géorgie. Tout ça, ça fait partie de ces gens qui n'ont absolument aucune leçon de morale à donner. Donc, puis accessoirement, qui était marié avec une ministre géorgienne plus ukrainienne, je crois. Oui, absolument. Alors, tous ces gens n'ont pas de leçon de morale à donner. Madame Ségolène Royal, je trouve qu'elle a eu raison de se poser des bonnes questions. Comme disait Churchill, dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Donc moi, j'essaie de trouver quelque chose de juste. Et ce que je crois juste, c'est de dire que ça n'est pas la Russie qui a commencé, c'est l'Occident et c'est l'OTAN. Et ça remonte à loin, ça remonte depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Puisque depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis et l'OTAN n'ont eu de cesse que d'essayer de grappiller tout ce qu'ils pouvaient pour pousser la Russie au fin fond de l'hinterland eurasiatique. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'était Zbigniew Brzezinski qui expliquait donc dans son livre sur le grand échiquier que si l'Occident arrivait à arracher à la Russie l'Ukraine, c'en serait fini de la puissance russe pour toujours. Alors, il faut aller plus loin. J'ai fait une conférence que je vais diffuser bientôt qui montre qu'en fait, il y a une volonté des États-Unis d'essayer non seulement de lui piquer tout le glacis géopolitique de l'Est européen, qui a été rattaché d'abord à l'OTAN puis à l'Union européenne, alors même que l'ancien président Bush avait, paraît-il, promis à Gorbatchev de n'en rien faire. Mais il y a non seulement la volonté maintenant d'arracher l'Ukraine, mais il y a la volonté encore plus loin de démanteler la Russie en sous-entité. Il faut comprendre que les États-Unis ont une politique très déterminée qui s'inspire, en fait, c'est très ancien, c'est la politique de diviser pour régner, divide utim peres, on disait les anciens Romains, divide and conquer, on dit en américain. C'était la politique d'ailleurs suivie par Mazarin, enfin par Richelieu puis par Mazarin à la fin de la guerre de 30 ans. Vous savez que la France a agi de façon à ce que, avec les traités d'Osnabrück et de Münster, qu'on appelle les traités de Westphalie, il y ait une pulvérisation des puissances allemandes. Donc il y avait la France, pays unifié, et puis il y avait les Allemagnes, avec des quantités de principautés, de duchés, d'archevêchés, de princes électeurs, etc. Et donc, en pulvérisant le monde allemand, ça a permis à la France d'être la plus principale puissance de l'Europe et pratiquement du monde, d'ailleurs sous Louis XIV et sous Louis XV. Ce qui d'ailleurs nous a valu ensuite une très forte inimitié des Allemands et Bismarck a réussi à unifier l'Allemagne autour du royaume de Prusse après la bataille de Sadowa de 1866 et surtout après Sedan et a fait proclamer dans la Galerie des Glaces à Versailles, comme une revanche par rapport à cette politique, la proclamation du Second Empire, de l'Empire bismarckien. Les États-Unis ont cette politique. Et à partir du moment où on comprend qu'ils ont cette politique, d'un seul coup, tout s'éclaire. La politique au Moyen-Orient, c'est pulvériser les États du Moyen-Orient. Ou bien créer des espèces de conflits de basse intensité qui ruinent l'autorité étatique. Regardez, c'est ce qu'on appelle un peu les guerres par proxy, du coup. Voilà, c'est un peu les guerres par proxy. C'est aussi, encore une fois, la morcellisation, n'est-ce pas, regardez, qu'est-ce qui est devenu l'Afghanistan, qu'est-ce qui est devenu la Libye, qu'est-ce qui est devenu l'Irak, etc. Ce sont des pays qui sont la Somalie, le Soudan, etc. Ce sont des pays dont l'autorité étatique s'est affaiblie. Et ils ont la même politique vis-à-vis de la Chine. C'est pas pour rien que Mme Pelosi va à Taïwan. C'est pas pour rien qu'on a les mêmes, d'ailleurs, qui nous parlent de l'Ukraine, nous font pleurer sur le sort des Ouïghours, parce qu'ils veulent pousser la création d'un Tibet indépendant, d'un Est-Turkestan. Bon, je ne suis pas là pour défendre nécessairement la politique chinoise au Tibet et dans le Xinjiang. Mais je dis simplement, ce sont des sujets qui sont mis en avant par les Américains, l'objectif étant d'essayer de démanteler les puissances qu'ils n'arrivent pas à dominer. C'est la même chose avec la politique des euro-régions. J'ai fait une conférence sur ce qui se cache derrière les euro-régions. Et c'est la même chose, en fait, je termine, avec la Russie, puisque l'idée qui se cache derrière, c'est de démanteler ensuite la Fédération de Russie en sous-entité étatique. Et il y a, et ça personne n'en parle, il y a eu à Varsovie au mois de mai et à Prague le 22 juillet, c'était il n'y a pas longtemps, une réunion, un forum des nations libres de Russie, où ils expliquent que la vocation de l'Ukraine, c'est de favoriser
la destruction de l'État russe. Et ça n'est pas uniquement des farfelus, puisque vous avez dedans des représentants du gouvernement américain, des représentants, l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien du temps de Poroshenko, etc. Donc vous avez des gens qui ont des fonctions officielles ou para-officielles, et ce forum des nations libres de Russie est financé, je vous le donne en mille au bout du compte, par le National Endowment for Democracy, qui est un paravent de la CIA, et aussi votre ami George Soros. Ah, que j'aime beaucoup, effectivement. Voilà. Alors, je pourrais vous opposer, parce que George Soros me l'a soufflé, qu'on peut quand même aussi considérer qu'il faut avoir une certaine retenue à l'égard de Vladimir Poutine, qui a accepté l'annexion de la Crimée en 2014, qui également organise des référendums le 4 novembre prochain pour annexer d'autres provinces ukrainiennes. On se rappelle également la crise sous la présidence de Sarkozy en Géorgie, où finalement 2 provinces ont échappé aussi au pays. Finalement, Vladimir Poutine, il a aussi une forme de politique impériale. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, si vous mettez dans l'état d'esprit des Russes, aujourd'hui, si vous allez en Russie aujourd'hui, ce qui ne m'est pas arrivé depuis quelques années, mais enfin, quand j'étais allé notamment en 2015 à l'invitation de la Douma de Sébastopol pour fêter le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, j'avais quand même parlé à beaucoup de gens, y compris dans la rue. Le Russe de base, il y a deux personnages contemporains qu'il déteste, Yeltsin et Gorbatchev. D'ailleurs, vous avez vu que Gorbatchev, son enterrement a été quand même... Il a été surtout valorisé en Occident, Gorbatchev. Ben oui, il a détruit l'Union soviétique. Mais là-bas, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce que beaucoup de Russes reprochent à Gorbatchev, c'est d'avoir détruit, en fait, l'empire des tsars. Et donc, il y a dans la tête de Vladimir Poutine certainement l'idée d'essayer de recoller les morceaux qu'il peut recoller. Voilà. Et donc, il y a la volonté très probablement de rattacher la Biélorussie, qui est déjà devenue un État satellite, et puis d'essayer d'une façon ou d'une autre, en tout cas de neutraliser l'Ukraine, et probablement de rattacher toute la partie du Donbass. Pas toute l'Ukraine, parce que je pense que Poutine est un homme très intelligent, et il sait très bien que la Russie n'a aucun intérêt à s'installer dans le nord-ouest de l'Ukraine, qui est peuplé de gens qui haïssent les Russes. Ce sont des Polonais lituaniens. Il aurait bien davantage intérêt à s'entendre avec les Polonais. Il y a de la marge. Voilà, et la Pologne mettrait la main sur le nord-ouest. C'était la République des deux nations. C'était au XVIIIe siècle. C'était comme ça que ça se passait. D'abord que les choses soient claires. Hein. Je ne suis pas ici l'ambassadeur de Poutine. Parce que je sais que dès que j'essaie d'avoir une vision lucide de la situation, on me reproche cette lucidité et ce jugement qui se veut impartial. De la même façon que des gens m'ont traité de baboucholâtre, de sinolâtre, de poutinolâtre. Non, je ne suis pas un âtre. Moi, je m'occupe de la situation actuelle. Ce que je sais, c'est que c'est ni vous, ni moi, ni personne qui nous regarde qui allons changer la mentalité des Russes. Deuxièmement, ce n'est pas nos oignons. Mind your own business, on dit en américain, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Moi, je ne comprends pas que les Français acceptent à ce point de se laisser mener par le bout du nez dans un conflit qui ne nous regarde pas. Les Ukrainiens, ce sont les frères des Russes d'ailleurs. Hein. Il y a quand même beaucoup de mariages qui ont eu lieu entre Ukrainiens et Russes. Ce sont des affaires intérieures et on ne nous montre qu'une partie, je le disais tout à l'heure, de l'histoire, c'est qu'on nous présente l'affaire comme si d'un seul coup il y avait Poutine traversé par une folie générale qui se disait je vais maintenant envahir l'Ukraine et puis après ça sera la Pologne et puis après ça sera l'Allemagne et après ça sera la France. Il y a beaucoup de Français qui le croient parce que c'est ce qu'ils entendent à la télé. Non. Alors justement. Non, Poutine, il veut simplement, je suis d'accord que c'est une volonté impériale, mais il veut rétablir, essayer de reconstituer un petit peu cette unité du monde russe. Il a d'ailleurs fait il a présenté il y a 48 heures ou 72 heures une nouvelle doctrine de la diplomatie russe. Il veut unifier le monde russe et défendre le monde russe parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, et ça fait référence à toute l'histoire de la Russie, il y a une vocation un peu téléologique, c'est-à-dire voir loin et même théologique, si on peut dire. Vous savez que la Russie, la Sainte Russie, que Moscou s'était prétendu la troisième Rome. Pourquoi la troisième Rome ? Il y avait eu la première, c'était Rome. Avec l'invasion des barbares, Constantin le Grand avait transféré le siège de l'Empire dans un petit village qui s'appelait Byzance et qu'il avait renommé la ville de Constantin, Constantinopolis, Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Et lorsque l'Empire romain d'Occident s'est effondré en 476 après Jésus-Christ, lorsque Odoacre a envoyé à Capri le dernier empereur romain qui s'appelait Romulus Augustule et qui avait 16 ans, à partir de ce moment-là, la nouvelle Rome, ça a été Constantinople.
Et l'Empire byzantin a duré presque 1000 ans quand même, 1000 ans, jusqu'en 1453. Et puis dans les années, juste avant la fin, la nièce du dernier empereur de Byzance, qui s'appelait Constantin XI Dragazès, il avait une nièce qui s'appelait Zoé Paléologue, c'était de la dynastie des Paléologues, et qui s'est mariée avec Ivan III de Moscovie. Alors il y est parti avec une partie de la cour. Et lorsque Constantinople est tombé aux mains des Ottomans, Ivan III de Moscovie, de par son mariage, a estimé, et de par les gens qui l'avaient accompagné, a estimé que désormais c'était Moscou qui devenait la troisième Rome, le phare du vrai christianisme orthodoxe. Le monde orthodoxe, c'est la véritable... Ça s'oppose au catholicisme. Catholicos, ça veut dire universel. Orthodoxe, c'est la voie droite, c'est la véritable voie. Et donc, ça perdure aujourd'hui. Il faut bien comprendre que depuis la disparition du communisme, il y a une reviviscence de la pensée chrétienne orthodoxe. Le 23 février, la veille du 24 février... Vladimir Poutine a rencontré Kirill II, le patriarche de toutes les Russies, pour qu'il bénisse en quelque sorte l'invasion. Et il y a une espèce de combat du bien contre le mal, tel que le voient les Russes, c'est-à-dire qu'eux étant le bien et nous le mal, de la même façon qu'en Occident on présente l'inverse. Mais Vladimir Poutine se fonde notamment sur l'effondrement d'un certain nombre de valeurs transcendantes il juge que l'Occident est en pleine débandade morale, notamment, ayant perdu de vue toutes les valeurs chrétiennes traditionnelles. Et alors, assez paradoxalement, alors que c'est un ennemi géopolitique fondamental du monde musulman et du monde ottoman, puisque, je le rappelle, Moscou s'est prétendu la troisième Rome après la chute de Constantinople aux mains des Ottomans. Il se trouve qu'actuellement, on assiste à quelque chose d'assez inouï, c'est le rapprochement du descendant de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie d'Erdogan, avec la Russie, qui trouve un point commun, une alliance commune contre cet Occident qui représente le diable, en fait, Satan, à beaucoup d'égards. Donc, on a un bouleversement géopolitique majeur. Et là-dedans, l'Occident est dans une situation, on pourra en reparler, qui me paraît extrêmement difficile parce qu'ils ont très très peu d'atouts, en fait, pour la suite des événements. Alors, on va laisser un petit peu la géopolitique pure, si vous voulez bien. J'aimerais revenir à ce que vous m'avez dit à plusieurs reprises sur les médias français qui présentaient, selon vous, plutôt une vision au moins partielle, pour ne pas dire partiale. Et je vous propose de regarder deux petites séquences qui ont été beaucoup regardées sur les réseaux sociaux. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, ce n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Alors on a vu ces séquences avec cette cheminée prise pour un missile, cette manifestation qui a été, j'aime bien le rappeler, vaporisée comme dans Orwell. Comment vous expliquez cet unanimisme dans les médias occidentaux ? C'est le vrai problème, c'est l'un des vrais problèmes. C'est que nous n'avons plus maintenant des journalistes qui appliquent la charte de Munich, et nous n'avons plus de journalistes d'investigation, nous n'avons plus de journalistes qui essayent en conscience de comprendre un sujet et de faire des enquêtes à charge et à décharge, comme on dit. On a des journalistes maintenant qui sont là pour relayer un narratif. Voilà, ce qu'on appelle le storytelling aux États-Unis, ou narrative. Maintenant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'inversion complète des valeurs. Lorsque moi je suis face à des journalistes, qui ne m'arrive pas, sauf quand je suis invité dans des médias comme le vôtre, mais je parle des journalistes de grands médias, ça ne m'est pas arrivé depuis les élections européennes. Le simple fait d'ailleurs que je sois totalement boycotté pose un problème. Je fais des centaines de milliers de vues sur Internet, ma dernière en date est à plus de 600 000 vues, etc. Et je ne suis jamais invité nulle part, alors qu'ils invitent des gens qui ne représentent absolument rien sur les médias. Des gens comme Bernard-Henri Lévy, dont je parlais tout à l'heure, qui a table ouverte dans les médias, mais en vertu de quoi ? En vertu
vertu de quoi ce monsieur qui s'est trompé sur tout, qui a créé des guerres, etc., en vertu de quoi il est constamment invité pour donner son appréciation des choses. Donc en réalité, moi quand je suis avec des journalistes, j'ai l'impression que c'est moi le journaliste et que eux, ce sont les politiques. Ils sont là pour défendre un point de vue et moi je suis là pour essayer de défendre ce qui est la vérité. Je disais tout à l'heure que si on fait une investigation comme je l'ai faite, on découvre que, en fait, l'Occident en général, l'OTAN et les États-Unis en particulier, ont une politique constante depuis des années pour essayer de détruire l'État russe. Quand je parle de cette réunion du Forum des Nations libres qui a eu lieu à Prague le 22, 23 juillet, 24 juillet 2022, il suffit de regarder, d'aller chercher l'information sur Internet. Les médias français n'en ont quasiment pas parlé, mais si vous allez sur les médias anglo-saxons ou sur des médias allemands, etc., vous trouverez mention. Ou si vous allez sur le site Internet. Donc normalement, si nous étions dans un pays libre, il devrait y avoir des journalistes qui se seraient dit « attention, attention, attention ». Vladimir Poutine et la Russie, ils ont quand même des raisons d'avoir une espèce de complexe obsidional, comme on dit en français, c'est-à-dire le sentiment d'être entouré, d'être encerclé. Ils ont quand même des raisons. Il y a objectivement une politique déterminée venue de Washington qui consiste à détruire leur propre pays. Ça, c'est quand même quelque chose, une appréciation qu'il faudrait avoir à l'esprit. Autre appréciation qu'il faudrait avoir à l'esprit, on pointe du doigt tel ou tel massacre qui a pu avoir lieu lors de cette invasion russe. C'est peut-être vrai. Alors, il n'y a pas de guerre sans mort. Moi, ce que je note en tout cas, c'est qu'il me semble, et je ne pense pas dire une énormité en le disant, je pense dire simplement la vérité, il me semble que Vladimir Poutine fait en sorte qu'il y ait le moins de civils possible qui soient tués, à la différence des Américains. Parce que lorsque les Américains ils interviennent au Vietnam, en Irak, etc., c'est avec des B-52 qui sont à 8000 mètres d'altitude et qui font du carpet bombing. Résultat, on estime à plusieurs centaines de milliers, sans doute plusieurs millions de morts civils, des femmes et des enfants, notamment avec les 2 guerres d'Irak. Et ça, les médias occidentaux n'en parlent pas. Donc il y a un 2 poids 2 mesures qui est en train d'entraîner en fait le monde occidental et les médias occidentaux dans le discrédit général. Ils feraient beaucoup mieux, à mon avis, d'essayer. Ils pourraient redorer leur blason s'ils tenaient des propos qui soient nuancés en montrant de part et d'autre le point de vue. Mais regardez ce qui s'est passé lorsque Amnesty International, qui pourtant est un truc financé là aussi par la NED et George Soros, mais ils ont fait un rapport où ils ont un peu renvoyé dos à dos la Russie et l'Ukraine. Mais le simple fait qu'ils ne fassent pas de l'Ukraine une description sulpicienne, comme si c'était, comme si Zelensky était une espèce de saint de l'Église catholique, le simple fait qu'ils montrent qu'il y avait des turpitudes côté ukrainien a fait un scandale chez un certain nombre de journaux. Donc le problème, il vient du fait que nous avons une presse qui est à peu près aussi libre que la presse française en 1941-42, voilà. Et Internet. Le problème, c'est que ça crée tout un écosystème qui n'est plus libre, parce que là, vous faites référence à Amnesty International, mais finalement, on voit que les experts de l'AIEA sont un peu dans le même cas de figure. Oui. Alors eux, c'est l'ONU, ils sont très embarrassés. Ils sont très embarrassés. Et alors, il y a, vous savez, quand vous avez un peu d'expérience ou la sagesse de la vie, vous savez que c'est le Bouddha qui disait les bonnes et les mauvaises actions finissent par être sanctionnées comme elles le doivent. En fait, quand vous verrouillez l'information, quand vous prenez un parti pris outrageusement en faveur d'un camp, c'est assez évident pour tout le monde, vous tuez la liberté de penser, la liberté de réflexion, et vous confirmez des dirigeants dans une folie. Actuellement, les dirigeants occidentaux, et les Français en particulier, sont dans la folie générale. Comme il n'y a plus de vraie opposition qui peut se manifester, si ce n'est que par Internet, qui est l'équivalent de la BBC en 1940, on a des dirigeants qui perdent complètement pied avec la réalité. Enfin, un des derniers trucs en date, moi franchement, je me suis frotté les yeux à 2-3 reprises quand j'ai lu ça. C'est quand même la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui a dit que s'agissant de l'augmentation du prix du gaz russe, il fallait mettre un maximum à ce prix.
je sais pas, on est demandeurs, on a pu, les Russes sont en situation de quasi-monopole, en tout cas sur cette affaire. On est demandeurs. Elle veut mais chère madame lui a répondu aussitôt Vladimir Poutine, ne vous inquiétez pas, on vous fournit plus rien du tout. C'est pas elle qui va fixer les prix. François Asselineau, je vous interromps. On va commencer justement à évoquer cette question des sanctions qui ont été prises quasiment tout de suite après l'entrée des troupes russes en Ukraine. On voit que, là encore, l'histoire se répète parce qu'en 2014, l'Union européenne avait également décidé de prendre des sanctions et cette fois, c'est allé encore plus loin. Je vous propose d'écouter Vladimir Poutine, justement, qui évoquait ces sanctions la semaine dernière. Toutefois, l'épidémie a été remplacée par d'autres défis également de nature mondiale qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre des sanctions de l'Occident, de ces tentatives agressives et flagrantes d'imposer des modèles de comportement aux autres pays, de les priver de leur souveraineté et de les plier à sa volonté. Alors c'est assez intéressant parce que Vladimir Poutine fait une comparaison entre le Covid-19, l'épidémie qui a frappé la planète, et les réactions à cette épidémie qui ont considérablement amoindri l'économie mondiale, et ces sanctions occidentales après l'entrée des troupes russes en Ukraine. Est-ce que ce parallèle est amusant? Oui, je le trouve pas forcément amusant, mais je le trouve assez intéressant. Il a peut-être des arrière-pensées, d'ailleurs, à l'esprit. En tout cas, il est très intéressant. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le monde occidental, maintenant, est devenu un univers où on ne peut plus poser de questions sur quoi que ce soit. Vous avez toute une série de sujets absolument tabous, sur lesquels le simple fait de poser une interrogation, aussitôt, vous êtes catalogué. J'en parlais par exemple avec Madame Royal, mais c'est pareil sur la Covid. C'est pareil, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'affaire de Thomas Pesquet là, sur l'affaire de la Lune, etc. C'est quelqu'un qui pose des questions. Mais comment va-t-on franchir les ceintures de Van Allen? Comment se fait-il que... Aussitôt, vous êtes catalogué. C'est absolument... Et vous avez, en grand maître des cérémonies, vous avez le journal Le Monde qui explique à chaque fois ce qu'il faut penser. Et donc, on est à sommet de penser quelque chose. Alors, ce que je trouve assez dingue, c'est que on est censé être un pays « je suis Charlie », on a tout le droit de tout dire, et ça n'est pas exact. La moindre interrogation vous met dans un camp. Comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est qu'il n'y a plus de contre-pouvoir et donc on a des fous maintenant qui sont au pouvoir. Je voyais que je crois que c'est Viktor Orban, le Hongrois, qui a dit hier ou avant-hier qu'il avait comptabilisé 11 000 sanctions prises par l'Occident contre la Russie. En fait, tout le monde voit que ça se retourne contre nous. On a affaire à des gens qui ne savent même pas jouer, je sais pas, même pas au 421, et qui ont affaire à un champion d'échecs qui est Vladimir Poutine. Enfin, Poutine, quand il a lancé son opération, ça faisait des années qu'il avait réfléchi à comment il allait agir. Il a reconstitué des forces militaires, il a bien compris, il a commencé à prévoir des solutions alternatives. Actuellement, l'énergie, le gaz et le pétrole, il le vend par d'autres sources. Et l'Europe achète notamment le gaz par l'intermédiaire de la Chine, en payant tous les intermédiaires, justement, et achète le pétrole par l'intermédiaire de l'Inde. D'ailleurs, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, vous allez peut-être m'expliquer. C'est une question toute bête, hein. Est-ce que l'Europe veut acheter du gaz russe ou est-ce qu'elle ne veut pas? Je ne comprends plus. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a l'Allemagne qui a le gazoduc Nord Stream 2, il est bon, ça y est, il est prêt à fonctionner. Et puis l'Allemagne a refusé de certifier au dernier moment, sur pression américaine, a dit non, on ne veut pas de ce gaz. Après, il y a eu des histoires, on va boycotter le gaz. Après ça, quand Poutine dit, bon, bah, ok, je coupe le gaz, à ce moment-là, c'est un scandale, vous nous coupez le gaz. Donc, oui, puis alors si je peux me permettre, il faut aussi préciser pourquoi Vladimir Poutine coupe le gaz. C'est qu'en fait, il ne peut pas être payé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a une mesure de rétorsion aussi. Enfin, je veux dire, il y a des limites quand même au fait de tendre la joue gauche quand on a été frappé sur la joue droite. Ce qui est absolument terrifiant, c'est que vous l'avez vu, la Russie a engrangé 158 milliards de dollars depuis le début de l'année sur les ventes de ces hydrocarbures pour un coût de 100 milliards. La Russie a engrangé 58 milliards de dollars de plus que ce qui était prévu. Ça veut dire que non seulement ces sanctions ne fonctionnent pas comme il était prévu, non seulement elles ne mettent pas l'économie russe à genoux, mais c'est l'inverse. C'est qu'en plus on surpaye la Russie. Donc normalement, n'importe quelle personne censée devrait appliquer
ce que disait Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Moi, je trouve que, honnêtement, la Commission européenne, Macron, etc., viendrait devant les Français et dirait « Écoutez, voilà, je vais vous dire la vérité, on a pris des mesures contre la Russie. Il se trouve que, malheureusement, ces mesures ne fonctionnent pas comme on l'avait prévu et même favorisent notre adversaire. Donc et en plus de ça nous nuisent, puisque nous allons avoir une augmentation considérable des coûts d'énergie, qui est en train d'entraîner sans doute une baisse du niveau de vie des Français, ou des peuples d'Europe, mais en plus de ça, la destruction d'un certain nombre de nos industries, notamment des PME. Parce qu'elles sont, les clients professionnels n'ont pas il ne va pas y avoir le même bouclier tarifaire que pour les particuliers. Donc on voit fleurir déjà en Allemagne, en Italie, en France, des faillites d'entreprises qui ne peuvent plus être à l'équilibre financier avec un surcoût majeur des produits énergétiques qui sont nécessaires à l'exploitation. Ce bouclier tarifaire dont vous parlez, il coûte de l'argent à l'État. Bien sûr. Alors accessoirement, ça c'est encore un autre sujet, c'est les 24 milliards d'euros qui sont prévus, qui vont être financés là aussi, sans doute en aggravant encore la dette, mais on y reviendra peut-être dans un instant. Et si je dois résumer, finalement, s'il n'y avait pas de sanctions contre la Russie, il n'y aurait pas besoin de bouclier. Bien sûr. Donc il n'y aurait pas besoin de dépenses publiques. Et puis on est siphonné, enfin dans tous les sens du terme, on nous prend énormément d'argent pour donner en fait à ce qui est notre adversaire. Alors, normalement, là, il faudrait dire, écoutez, on arrête. Non, on a affaire à des gens qui sont des idéologues, qui foncent dans le mur et qui préfèrent, plutôt que de se dédire, mais il y a une grandeur, le fait de dire je me suis trompé. Bien sûr. Moi, parfois, ça m'arrive de me tromper comme tout le monde. Quand je me trompe, moi, j'essaie de dire, oui, là, je me suis trompé. Mais là, en l'espèce, depuis 15 ans, je ne me suis pas beaucoup trompé. Et au contraire, j'ai vu le coup arriver dans tous les sens. Et là, Macron, s'il disait demain aux Français, écoutez, je me suis trompé, je vous prie de m'excuser, c'est de ma faute. Eh bien, on va tout arrêter et on va refaire une stratégie comme Orban, d'ailleurs, qui a du gaz à très bon marché. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui diront, voilà un chef d'État, c'est quand même Non, il s'enferme. Et en fait, il accuse les Français. C'est-à-dire que nous avons un résultat de la politique actuelle qui est le résultat de toutes les erreurs qu'il a faites dans tous les domaines. Et ses prédécesseurs. Et ses prédécesseurs, oui, il faut pas disculper ni Hollande ni Sarkozy. Et de toute façon, tout ça étant dans un cadre européen, M. Macron semble découvrir le caractère délirant du marché de l'énergie, du marché de l'électricité en Europe. Oui, il a fait des déclarations. Si je peux me permettre, justement, vous venez de m'expliquer que Viktor Orban, lui, il jouait sa partition avec Vladimir Poutine pour le gaz. C'est la preuve qu'on peut être dans Bruxelles et puis faire ce qu'on veut. Alors non, parce que il se trouve que d'abord la Hongrie, c'est la Hongrie. C'est quand même pas un point focal comme la France. Deuxièmement, il est lui-même sous le coup de mesures de rétorsion. Vous avez vu que Bruxelles refuse de lui donner les dizaines de milliards de subventions qu'il devrait recevoir et qu'il est sous le coup, comme la Pologne d'ailleurs, de mesures devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça n'est pas parce que les choses ne se sont pas produites maintenant que ça ne va pas arriver. Ce que je pense en tout cas, c'est que l'Union européenne est entrée maintenant dans une zone de grande turbulence et peut-être, à mon avis, d'explosion générale. Parce que là, nous sommes au mois de septembre. Il fait encore doux. Il fait même encore assez chaud ici ou là. Bon. Mais si en octobre, si en novembre, si en décembre, janvier, il fait un temps extraordinairement froid et que le prix du chauffage, de l'électricité, etc., devient extrêmement élevé, moi, je pense qu'on va vers une explosion sociale générale. Et pas seulement en France. Et normalement, enfin, toute cette clique qui est à Bruxelles et dans chacun des États devrait dégager. Alors, il y a des gens qui disent, non, mais monsieur Asselineau, vous êtes encore trop gentil. En fait, ils le font exprès. C'est sous les instructions de Klaus Schwab, du World Economic Forum. Alors, je ne sais pas. Il y a un moment à partir duquel, moi, je me dis, finalement, peu importe qui tire les ficelles, l'important, c'est de couper les ficelles. Vous voyez, on ne va pas chercher toujours l'ultima ratio de qui est-ce qui est à l'origine de tout. Moi, ce que je pense, et j'en reviens toujours au même dada, il faut que la France récupère son indépendance et sa souveraineté, sorte de l'Union européenne,
sortent de l'euro, on va peut-être en dire un mot, sortent de l'OTAN. Je fais 15 ans, personne ne peut dire le contraire. Ça fait plus de 15 ans que je dis ça. Le premier à l'avoir dit de façon constante, avoir déposé les statuts d'un parti politique pour le dire. Je pense honnêtement et sans forfanterie avoir apporté un appareil intellectuel critique, des quantités d'informations, d'articles et de vidéos pour l'expliquer aux Français depuis 15 ans. Je constate malheureusement que nous n'avons plus d'opposition. Et là, moi, il y a quelque chose, et je profite du micro que vous me tendez pour le dire, c'est que qu'est-ce que font les députés, les 89 députés du RN ? Ils ne sont pas rentrés encore. Oui, mais attendez, on peut demander Macron dit qu'on est en guerre avec la Russie, c'est-à-dire la première puissance nucléaire mondiale. On assiste à un défendrement... Des fois, on est en guerre, parfois, on n'est pas en guerre. Non, mais ça voilà. Dépend. On assiste, oui, ça change. Normalement, les 89 députés du RN, les 150 et quelques députés de la NUPES, LFI, le PCF, etc., ELV, etc., ils devraient exiger une session parlementaire rapprochée. C'est pas possible, si vous voulez. Si je peux me permettre, ça aurait dû être fait avant, puisque comme on a déjà commencé à livrer des armes, on est déjà potentiellement belligérant. Il y a l'article 35 de la Constitution impose au président de la République d'obtenir l'autorisation du Parlement. C'est pas un simple vote, sans débat, c'est l'autorisation du Parlement au bout de 4 mois après qu'on a envoyé des troupes à l'étranger. Nous avons des troupes à l'étranger. Pas en Russie, mais on en a en Estonie, dans la base de Tartak, qui est à 250 km de Saint-Pétersbourg. On a 1 millier de soldats en Roumanie, donc quand même aux premières loges. On a des instructeurs, des officiers plus ou moins discrets en Ukraine. On fournit des armes, donc on est mouillé jusqu'au cou. Et on a un président de la République qui dit qu'on est en guerre. Donc normalement, et ça depuis le mois de février, nous voici maintenant début septembre, ça fait largement les 4 mois sont passés, puisqu'au bout de 4 mois, Macron doit demander. Je suis désolé, c'est une violation de la Constitution. Et donc, c'est pas la première, mais c'en est une nouvelle. Non mais... Que fait l'opposition ? La prétendue opposition. Normalement, ça fait en 2018, j'ai fait un dossier sur notre site qui est toujours en ligne. Malheureusement, il faudrait l'étoffer. J'avais trouvé déjà 12 ou 14 raisons pour lancer une procédure de destitution contre Macron en vertu de l'article 68. Bon. Depuis lors, ce dossier n'a fait il y a 1000 raisons pour lancer une procédure de destitution. Alors, que font les opposants avant de lancer... Pourquoi ils ne la lancent pas ? J'avais entendu des gens de LFI, quand même assez culottés, qui disaient non, on ne va pas lancer une procédure de destitution parce que ça n'arrivera jamais jusqu'au bout. Alors les bras m'en tombent. D'abord parce que qu'est-ce que font les députés d'opposition tout au long de l'année à l'Assemblée nationale ? Ils font des propositions d'amendements à des projets de loi qui ne passent jamais puisqu'ils sont l'opposition. LFI se vantait d'avoir fait je ne sais plus combien de centaines ou de milliers d'amendements sous la mandature précédente. Il n'y en avait pas 1 sur 1000 qui était passé. C'est pas pour autant qu'ils arrêtaient de le faire, parce que ça permettait de faire valoir un point de vue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si les parlementaires lançaient la procédure de destitution, Macron, quand même, sentirait le vent du boulet. Ça se saurait dans le monde entier que les parlementaires français ont lancé une procédure de destitution contre le président de la République. Donc ça calmerait peut-être un peu ses ardeurs. Et troisièmement, ça permettrait aux médias, ça forcerait les médias d'expliquer aux Français les raisons de cette mise en examen, de cette mise en accusation de Macron et de lancer cette procédure de destitution. Et donc, beaucoup de Français qui actuellement sont biberonnés à BFM TV ou à TF1 découvriraient toutes les raisons, toutes les violations de tous les articles de la Constitution auxquels M. Macron se livre. Alors, le plus extraordinaire, c'est que, figurez-vous, que cette procédure de destitution selon l'article 68 a été créée sous Sarkozy. Avant, ça n'existait pas. Il est vrai que les modalités sont assez complexes, même très très compliquées. Il faudrait quasiment 2/3 des parlementaires. Donc c'est vrai que c'est quasiment impossible à réunir. Mais figurez-vous quand même que dans les 6 derniers mois de la présidence Hollande, les Républicains ont lancé l'article 68. Il faut avoir, je ne sais plus combien, 120 députés, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont lancé l'article 68. Et à quel motif ? Parce que François Hollande avait fait, dans le livre « Un président ne devrait pas parler comme ça », il avait violé un secret d'État. Il avait balancé un secret d'État. Bon, il y avait eu cette... Bon, mais c'était rien du tout par rapport à ce que fait Macron.
Et donc, je vous assure, beaucoup de Français que je vois, que je rencontre, se disent « mais que fait donc l'opposition ?» Et on ne peut pas ne pas avoir le sentiment qu'on a une opposition de complaisance. Parce que je suis désolé, quand je vois que désormais les trucs qu'il y a à la télé ou à la radio, c'est savoir est-ce que le barbecue est machiste ou pas. Savoir est-ce qu'il faut avoir un projet de loi pour la meilleure répartition des tâches ménagères. Savoir s'il faut porter ou non une cravate. C'est un peu caricatural là quand même, François. Écoutez... Je sais pas, on entend essentiellement parler de la guerre en Ukraine. Non, mais je parle au Parlement. Ah. Au Parlement. Et les débats on pousse en avant des titans de la pensée politique comme Sandrine Rousseau, comme le jeune Boyard, je sais pas quoi, qui n'ont rien à dire. Enfin, on est dans une situation... Vous savez, je pense à... Tout à l'heure, je faisais un petit dégagement un petit peu historique, comme j'aime bien, sur la fin de Constantinople avec Constantin XI Dragazès. Vous savez qu'ils étaient cernés par les Ottomans. Et c'est resté d'ailleurs dans la mémoire collective. Au lieu de se préoccuper de ça, il y avait des débats à Byzance pour savoir quel était le sexe des anges. Débat du sexe des anges. Vous savez, c'est resté cette forme. Eh bien, c'est la même chose. Là, on ne débat pas du sexe des anges. Là, on débat du sexe de celui qui fait un barbecue dans le jardin. Enfin, et pendant ce temps-là, on a un président de la République qui est un véritable cas psychiatrique, d'ailleurs. Vous avez vu encore une vidéo qui se tourne, il se met en scène, il dit une chose, son contraire. Enfin, ça part dans tous les sens. Qui nous entraîne potentiellement dans une guerre avec la première puissance nucléaire mondiale ou la deuxième. On va passer à la dernière question fondamentale, François Asselineau, dans ces circonstances, c'est la question économique. Donc vous l'avez dit, évidemment, les prix de l'énergie explosent avec, bien sûr, la baisse du pouvoir d'achat pour les Français comme pour une grande partie des peuples européens, l'inflation galope. Aujourd'hui, on apprenait que la BCE venait de remonter son taux de 0,75, elle l'avait déjà monté de 0,5. Quelles sont les conséquences pour les Français et à quoi faut-il s'attendre avec cette annonce ? Alors, là aussi, on ne pourra pas dire « j'ai pas prévenu les Français », ça fait quand même 15 ans que je le dis. 15 ans que je dis qu'il faut sortir de l'euro. Et malheureusement, ce débat n'a pas lieu non plus. C'est caricaturé, on me présente comme si j'étais un dingue, nostalgique du franc. Je ne suis pas nostalgique du franc. Le problème, c'est que l'euro n'est pas une monnaie viable, qu'elle va nous entraîner dans le désastre. Ça fait 15 ans que je le dis, et c'est en train de se produire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire monétaire mondiale d'une monnaie plurinationale qui ait duré. Et pourquoi ? Parce qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation. J'ai fait une conférence qui s'appelle « La tragédie de l'euro ». Si vous me le permettez, j'y renvoie nos auditeurs. C'est sur upr.fr. Voilà. Pourquoi ça ? C'est que, en fait, la BCE est dans une situation intenable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Estonie, le taux d'inflation en juillet était de 25,4%, en 25,4% par rapport à juillet 2021. Énorme. Normalement, la BCE a pour mandat de ne pas dépasser 2% d'inflation. Je prends l'exemple de l'Estonie, on pourrait prendre l'exemple d'autres pays baltes, de la Pologne et certains pays de l'Est, où qui ne sont pas jusqu'à 25%, c'est le cas caricatural, mais ça va 10, 12, 15%, qui sont très très importants. La France, comme c'est souvent le cas, je l'ai déjà expliqué, est un peu en retard lorsqu'il y a des crashs économiques ou monétaires. La France est souvent un petit peu en retard. Il y a toujours un retard à l'allumage. Donc nous, on a une moindre inflation. Donc vous avez Bruno Le Maire qui s'est gargarisé de cet excellent résultat. Non, ne vous inquiétez pas, ça arrive, si j'ose dire, puisque vous avez vu que l'INSEE a révélé que le taux d'inflation des produits alimentaires va sans doute passer de 6,5% d'ores et déjà à plus de 12% en décembre. Donc c'est pas parce qu'on met du temps à se mettre au diapason qu'on ne va pas avoir. Sûr. Bon, en attendant, la BCE doit, pour lutter contre l'inflation, notamment dans les pays de l'Est, elle doit augmenter les taux d'intérêt. Voilà, elle doit augmenter les taux d'intérêt pour essayer de casser cette inflation. Mais elle n'a des taux d'intérêt, des taux d'intervention, elle n'en a qu'un seul, un taux de refinancement pour l'ensemble de la zone. Bon. Ça veut donc dire que quand elle augmente les taux d'intérêt, c'est valable en Estonie, c'est valable aussi en France et en Italie. Or, en France et en Italie, ou en France, je l'ai dit, l'inflation est moindre, nous, on a un véritable problème, un double problème. C'est que déjà, on a une croissance qui est très faiblarde. Donc, la BCE va plonger le sud de l'Europe en récession.
Et deuxièmement, nous sommes surendettés. L'Italie encore plus que nous, la Grèce aussi. Or, on sait que désormais, chaque augmentation des taux d'intérêt va nous coûter des sommes folles. Des sommes folles. Je vois que là, on est déjà à 50 milliards d'euros de service de la dette chaque année. C'est-à-dire nettement plus que le budget du ministère de la Défense, et qu'au train où vont les choses, on risque d'avoir 100 milliards d'euros. Parce que ça, on paye le prix de l'endettement monstrueux de Macron, notamment avec l'affaire de la Covid-19, avec son quoi qu'il en coûte, avec ce confinement délirant, si vous y réfléchissez, quand vous voyez ce qui se passe en Suède. On nous explique pourtant que la mutualisation de la dette européenne est une bonne chose. Mais il n'y a pas eu de mutualisation, ça c'est un mensonge encore. Il y a eu l'autorisation donnée à la Commission européenne, dans un cas particulier, de s'endetter pour l'ensemble des pays. Bon. Mais le remboursement se fera au prorata des parts dans le... Il n'y a pas de mutualisation. Les gens qui vous font croire qu'il y a une mutualisation des dettes vous trompent. Ça, c'est quelque chose... Mais vous savez, ce qui est affreux, mais vraiment affreux, c'est que j'ai parfois le sentiment d'être le seul qui sache de quoi il parle. Vous avez des responsables politiques qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ça la vérité. L'euro n'est pas une monnaie unique. C'est plus confortable pour mentir. L'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce qu'on dit. Les Allemands, d'ailleurs, disent « Gemeinsame Währung », ça veut dire la monnaie commune. En revanche, ils disent « Die Einheitliche Währung », c'est-à-dire la monnaie unique ou la monnaie de l'unité. C'est quand ils ont étendu le Deutschmark à l'Allemagne de l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je dis ? Ça veut dire que une monnaie unique signifierait qu'il n'y ait plus de banque centrale nationale. Il n'y ait plus que la BCE. Que la BCE soit, à chaque fois que vous auriez des euros, c'est une créance sur la BCE. Ça veut dire que l'Allemagne, ou les Pays-Bas, ou les pays du nord de l'Europe seraient en effet solidaires de l'ensemble des dettes de la zone euro, et donc solidaires des dettes faites par le peuple français, le peuple italien, les Grecs, les Espagnols, et des dépenses qu'ils font. Or, dès l'origine, dès le traité de Maastricht, les Allemands ont dit « Nein ». Ils n'en voulaient pas. Ils ont donc imposé un système qui est un système, une espèce de théâtre d'ombre, un système où on fait croire qu'on a la même monnaie, alors qu'en fait, on a gardé toutes les banques centrales nationales. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a changé le nom. Tout le monde s'appelle l'euro, et on a établi un PEG, comme on dit, c'est-à-dire un lien de 1 pour 1 dans les échanges. Voilà, si vous avez 10 euros en France, c'est accepté comme 10 euros en Allemagne. Bon. Mais en réalité, ce sont des créances différentes sur les banques centrales nationales. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué, mais la conséquence de tout ça, c'est que c'est un édifice qui est extrêmement fragile et dont on peut mesurer la fragilité par deux facteurs absolument essentiels qui échappent au commun des mortels. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle Target 2, c'est-à-dire l'évolution des soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. Or, depuis 2008, il y a une divergence qui ne fait que s'accroître. De plus en plus de sommes ont investi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande et au Luxembourg. En revanche, vous avez des déficits monstrueux cumulés en Italie, en Grèce, en Espagne. Jusqu'où tout ça va aller, jusqu'au moment où les Allemands diront qu'ils n'en veulent plus. Or, actuellement, la politique de la BCE, qui, pour éviter justement que l'euro n'explose, elle rachète les dettes émises par l'Allemagne ou par l'Italie ou par la France, ne fait qu'accroître ce système. Et le deuxième facteur, c'est la différence de taux d'intérêt entre l'Italie et l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle le spread pour les spécialistes. Ce sont Madame Lagarde, qui d'abord n'y connaissait rien au début, puis maintenant elle s'est faite à son métier de banquier central. Elle a deux trucs à l'esprit, deux clignotants qu'elle a à l'esprit. C'est un, Target 2, le solde. 2, c'est l'évolution du spread entre l'Allemagne et l'Italie. Or, entre l'Allemagne et l'Italie, si le taux d'intérêt demandé par les marchés financiers est différent, c'est qu'il y a un problème. Normalement, l'euro est valable jusqu'à la fin des temps. Deuxièmement, c'est une monnaie prétendument unique. Donc normalement, lorsque l'Italie emprunte, elle devrait emprunter au même taux que l'Allemagne. Or, ça n'est pas demandé, c'est pas ce que demandent les marchés. Les marchés demandent plus de rémunération aux emprunts italiens. Pourquoi ? Parce qu'ils anticipent qu'il y aura une possibilité d'explosion de l'euro. Et que, si explosion il y a, l'Italie sera obligée de recréer une lire et qui perdra 30 à 40% par rapport au Deutschmark, nouveau. Donc c'est ça que ça signifie. Et dès que vous avez une augmentation du spread entre le taux allemand et le taux italien sur 10 ans, c'est le signal rouge. Alors j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer, c'est que au mois de juillet, c'était arrivé, on était repassé à des taux très très élevés. C'est l'intervention qui a eu lieu
de la Banque Centrale Européenne qui a annoncé qu'il y aurait un nouvel outil qui s'appelle l'IPT, l'instrument de protection de la transition. De la transmission, pardon. Transition, c'est autre chose. Instrument de protection de la transmission. Bon. C'est un truc sibyllin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, malgré ce qu'exige Berlin, ce qu'exigent les élites économiques et monétaires allemandes du nord de l'Europe, la BCE sait que si elle n'achète pas sur le marché secondaire des obligations de l'État français ou de l'État italien, ça part dans le décor. Or, les Allemands n'en veulent plus. Donc la BCE a dit, on va le faire, mais rassurez-vous, on va leur imposer encore plus d'efforts. Ça veut dire que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, la morsure, si j'ose dire, des GOPÉ, des grandes organisations des politiques économiques, les exigences de Bruxelles vont se faire encore plus exigeantes sur l'Allemagne, sur la France, pardon, et sur l'Italie. À mon avis, tout ceci va finir par aller dans le décor. Absolument tous les signaux sont au rouge. Alors, je sais que ce que je viens de vous dire là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour le grand public qui croit qu'il y a une monnaie pour tout le monde. Non, pas du tout. Tout ça est bien caché au public. Ce qui est grave, ce n'est pas que le grand public ne comprenne pas. Ce qui est grave, c'est que les dirigeants des grands partis politiques ne le comprennent pas non plus. Voilà. Et que ne comprennent pas que lorsque je dis depuis 15 ans qu'on va dans le désastre, ça n'est pas comme ça une fantasmagorie de ma part. Regardez, allez discuter avec des gens sur les marchés financiers aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup, mais vraiment très très peu de gens sur les marchés qui parieraient leurs mains à couper que l'euro existera encore dans 10 ans. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris que ce système n'est pas viable. Il est en train de se produire, ce que j'explique dans ma conférence sur la tragédie de l'euro. Toute l'histoire monétaire du monde montre qu'une monnaie plurinationale finit par exploser. Et je cite, c'est écrit dans la Bible, dans le premier livre des Maccabées, dans la version de la Bible chrétienne. Ça n'existe pas dans la Torah, mais d'avoir cette idée selon laquelle un peuple, c'est une monnaie et une armée. Voilà. Et on ne peut pas avoir durablement une monnaie pour des peuples qui ont des intérêts divergents et qui n'ont pas de solidarité nationale entre eux. C'est ce qu'a redécouvert Robert Mundell, le prix Nobel canadien, sur les zones monétaires optimales il y a quelques années. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, on a affaire à des dirigeants qui ne savent pas où ils vont, qui n'ont aucune vraie et bonne réponse, ni sur la crise énergétique, ni sur la crise monétaire, ni sur la crise économique, ni sur la crise diplomatique, ni sur la crise militaire. Voilà. On est dirigé par des gens, par des écervelés, et encore c'est gentil de dire ça. Pour conclure, François Asselineau, là, vous nous avez parlé de la mort programmée de l'euro, si l'on vous suit. On a le sentiment aussi que le dollar va pas très bien. On a vu avec la crise avec la Russie que la Russie se tournait vers la Chine. Vous nous l'avez d'ailleurs rappelé. L'essentiel des transactions peuvent désormais se produire soit en rouble, soit en yuan. La dédollarisation du monde a déjà commencé depuis longtemps. Elle s'est renforcée ces derniers mois. On a le sentiment vraiment... et j'allais dire, parce que je sais que vous voulez en dire un mot, que finalement, de la même façon que le décès de la reine d'Angleterre symbolise quelque chose, on est vraiment à l'orée d'un basculement. Oui, alors vous avez 1000 fois raison d'évoquer ces deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'il faut comprendre que la surpuissance de l'Occident depuis 1945... et notamment des États-Unis, tient d'abord et avant tout à l'avantage dollar. C'est d'ailleurs la capacité des Américains d'émettre de la monnaie qui était acceptée partout dans le monde comme une monnaie de règlement et de transaction. Donc du temps où il y avait, juste pendant les accords de Bretton Woods, il y avait un ressort de rappel, c'est que les États-Unis devaient pouvoir rembourser en or. C'était les accords de Bretton Woods. C'est d'ailleurs ce que, quand De Gaulle a vu que les États-Unis émettaient de plus en plus de dollars sans tenir compte de leur encaisse or, c'est là que De Gaulle a commencé à attirer l'attention du monde entier et à faire rapatrier de l'or en France à partir des dollars qu'on possédait en France. C'était ce qu'on a arrêté de faire avec Pompidou. Voilà, bien sûr, c'était sur les conseils de Jacques Rueff. Mais depuis De Gaulle est mort et depuis lors, on a eu une explosion générale. En fait, on peut considérer que les États-Unis ont vécu au crochet du reste de la planète avec de la monnaie de singe. Voilà la vérité. Ce qui, évidemment, a quand même été compris par d'autres puissances.
Et ce qui est la grande nouveauté depuis maintenant quelques années, c'est que la remontée en puissance de la Russie, de la Chine, qui sont devenus la Chine est la première armée du monde en nombre d'effectifs et dans les 5 premières armées en nombre d'équipements militaires. La Russie est sous certaines spécialités première armée devant les États-Unis. Vous avez vu les missiles hypersoniques que la Chine, que la Russie dont ils disposent, de ce dont ne disposent pas encore les États-Unis. Donc on a maintenant affaire à des pays surpuissants et qui commencent justement maintenant à s'attaquer au vif du sujet. Vous savez que si Kadhafi a été démoli, c'est qu'il remettait en cause le privilège dollar. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont payé de leur vie, le fait de remettre en cause le privilège dollar si vous étiez le chef d'État d'un petit pays. Mais là, quand vous avez des mastodontes comme la Russie ou la Chine qui viennent de se décider de multiplier en effet, comme vous l'avez dit, les échanges en roubles et en yuan, et donc en se passant et du dollar et bien entendu de l'euro qui compte pour du beurre, eh bien ça veut dire que c'est désormais le vecteur numéro 1 de la puissance mondiale des États-Unis qui est en train de s'effondrer. Et c'est un véritable basculement. Alors vous avez dit un mot effectivement sur le décès d'Élisabeth II. Qu'on soit monarchiste ou qu'on soit pas monarchiste, je crois que tout le monde peut reconnaître une chose, c'est que c'est une femme qui a quand même pendant 70 ans quand même tenu à son poste avec une très grande dignité. Voilà. Elle était là, raide comme un i, elle était là toujours avec son manteau, son chapeau et son sac à main, en serrant des mains, en allant à des charities, en inaugurant des chrysanthèmes. Je dis quand même, elle était la représentante d'une époque, d'une Europe où il y avait certes des aristocrates, une monarchie, mais il y avait des devoirs qui étaient assujettis à ça. Elle avait un immense sens de son devoir. Je suis pas sûr que la vie d'Élisabeth II, bien sûr, il y avait des côtés brillants, coruscants, comme on dirait, voilà. Mais en revanche, tous les jours que Dieu fait, faire sa mise en pli, être avec un sac à main pour aller serrer des mains, il faut quand même le faire. Bon. Et je pense que elle représentait... Y compris à la veille de sa mort, d'ailleurs. Y compris, enfin, je veux dire, c'est quand même une femme qui avait une force de caractère assez extraordinaire. Quand on voit les enfants, on s'aperçoit qu'il y en a qui ne sont là, on a l'impression qu'ils veulent simplement profiter de la situation sans s'astreindre à une même rigueur comportementale. Et moi, j'ai un petit peu tendance à voir de façon symbolique, je trouve que il y a quelque chose qui est assez malsain, qui est assez funeste. Moi, je serais la première ministre britannique, elle lui serre la main, moins de 48 heures après, elle décède. Vous savez, il y a beaucoup de pays du monde, alors les anciens, sous la Grèce antique, sous les pharaons, ils auraient poussé des cris d'horreur devant un tel événement. Mais même à notre époque, en Chine populaire, par exemple, même dans la Chine communiste, on a recours à des géomanciens, on a recours pour le feng shui, on a recours également à des gens qui tirent les cartes pour savoir à quel jour il vaut mieux inaugurer des trucs. Donc, les phénomènes paranormaux existent dans la psyché humaine, est plus ou moins marqué dans certaines civilisations. Vous avez vu qu'il y a eu, au moment du décès d'Élisabeth II, il y a eu un double arc-en-ciel complet qui s'est élevé à Buckingham. Ça a été repris en photo. Toute la presse américaine, du Commonwealth, etc., tout le monde reprend ça, un peu comme si les gens se rendaient compte, d'une façon symbolique, que c'est la vieille Europe qui disparaît définitivement. Élisabeth II, c'était l'un des derniers chefs d'État du monde. Il y a peut-être Margrethe du Danemark qui fête ses 50 ans de règne, mais à part elle, je n'en vois plus beaucoup, qui ont été chefs d'État et qui ont été reçus du temps de Charles de Gaulle. Et elle était même chef d'État du temps de Vincent Auriol et de René Coty. Donc, elle a connu, je crois, 10 présidents de la République française, 7 ou 8 papes et 15 premiers ministres. D'une certaine façon, c'est la fin de l'Europe d'avant. Et quand je vois que Liz Truss, elle fait partie du World Economic Forum, quand je vois qu'elle dit qu'elle est prête à appuyer sur le bouton nucléaire face à la Russie, ça me fait un petit peu froid dans le dos. Dans l'immédiat, sans vouloir verser dans le millénarisme, jouer les Madame Soleil, dans l'immédiat, je dirais que, à mon avis, vous savez que son fils est beaucoup moins apprécié, et en Angleterre, et au Royaume-Uni, et dans le reste du monde.
Il prend le titre de Charles III alors qu'il y a eu un débat en Angleterre justement des gens qui le dissuadaient de prendre ce nom parce que Charles Ier a été décapité par Cromwell en 1649 et son fils Charles II, c'était la maison de Stuart, son fils Charles II a été pendant une dizaine d'années en exil en France. Il était plus ou moins cousin issu de Germain avec Louis XIV et puis aux Provinces-Unies. Donc le Charles III, il y a des gens qui disaient non, ce sont ça porte malheur. Donc ils avaient dit il faut qu'ils prennent un autre prénom, comme Albert qui s'était fait appeler Georges VI. Hein. Donc Charles aurait pu prendre un autre prénom. Il prend Charles III. Bon, ce que je pense, sans verser encore une fois dans le millénarisme ou dans le, je ne parierais pas beaucoup sur le maintien en tant que tel de ce qu'ils appellent les royaumes au Royaume-Uni. De l'intégrité du fameux Commonwealth. Alors, dans le Commonwealth, vous avez une cinquantaine d'États, mais il y a à l'intérieur ce qu'ils appellent the realms, les royaumes. C'est-à-dire que Élisabeth II n'était pas seulement reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, elle était également reine de 14 autres pays. Et parmi ces 14 pays, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Or, moi, comme ça, je subodore qu'un certain nombre de ces pays attendaient qu'elle passe de vie à trépas par respect pour la personne, qui a vraiment et puis pour son ancienneté, voilà. Mais je pense qu'avec Charles III, il est possible qu'il y ait un certain nombre de ces pays qui décident de basculer dans la République. Vous avez vu que c'est déjà ce qu'a fait la Barbade, qui est devenue une République il y a quelques mois. Vous avez peut-être vu que le Foreign Office a envoyé en mars de cette année William et Kate, hein, donc qui maintenant William va devenir le prétendant au trône, puisque son père maintenant est monté sur le trône. Ils ont envoyé, pourquoi William et Kate? Parce qu'ils sont jeunes, ils sont plutôt bien. Et Kate Middleton est quand même une jolie femme, et puis qui a beaucoup d'allure, beaucoup de classe. Ils ont envoyé aux Caraïbes. Ils sont allés faire un voyage au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, je crois. Pourquoi? Parce que ce sont 3 petits États dont la reine d'Angleterre était chef d'État. Et ils y sont allés pour renouer, pour dire il faut rester avec nous. Or, ce voyage s'est très mal passé. Et en fait, que ce soit au Belize et l'ancien Honduras britannique, à la Jamaïque, aux Bahamas, eh bien en fait, William et Kate ont été reçus par un discours du style woke culture. Vous êtes des colonialistes, vous devez demander pardon, on ne veut plus de la monarchie, etc. Donc, vous savez qu'en Australie, le débat bat son plein puisque le Premier ministre est en fait pour la République. Au Canada, le débat a lieu. En Nouvelle-Zélande, il y a une pétition pour changer le nom qui a du succès, changer le nom de la Nouvelle-Zélande pour qu'elle s'appelle Aotearoa, c'est-à-dire le pays du long nuage blanc en maori. Ce sont les revendications des cultures locales. Donc je pense qu'il n'est pas du tout exclu que, sous le règne de Charles III, petit à petit, ils ne deviennent plus, ils perdent des joyaux de la couronne, c'est-à-dire que le Canada devienne une république, l'Australie une république, la Nouvelle-Zélande une république, et puis voilà, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou les îles Salomon deviennent des républiques, de telle sorte que ça serait un nouveau coup sur la fin en fait des restes de ce qui fut l'Empire britannique. C'est une des possibilités. Une autre possibilité, c'est que le Royaume-Uni se désintègre avec cette politique permanente des États-Unis dont je parlais tout à l'heure, d'essayer de désintégrer les autres pays du monde, et qui fait notamment, qui est très active en Europe, et aussi active au Royaume-Uni, puisque vous savez qu'il y a un mouvement indépendantiste écossais qui veut à la fois réintégrer l'Union européenne et sortir du Royaume-Uni. Ça fait partie de cette politique divisée pour régner, chère à Washington. Merci beaucoup François Asselineau pour toutes ces lumières. J'ignorais que vous étiez aussi spécialiste des couronnes d'Angleterre, donc c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette longue première émission, mais qui j'espère vous a apporté beaucoup d'éléments. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de la commenter, de partager et puis de cliquer sur le pouce en l'air pour assurer son succès. À la semaine prochaine.